Bonjour et bienvenue dans Demain la Cité, une émission qui reçoit des élus qui nous parlent de la ville, de leur ville, du Grand Paris et de la métropole du Grand Paris. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Hélène Amiable. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Bagneux. Alors, Bagneux, pour la situer, une commune dans le sud de Paris, à 3 km de la porte d'Orléans. Mais j'ai envie de vous entendre nous parler de votre ville. Quelle a été son histoire ? Alors, écoutez, oui, vous l'avez dit, Bagneux aux portes de Paris, finalement. Mais donc, l'histoire de la ville, pour aller évidemment être très brève, c'est un passé viticole d'abord. Bagneux avait beaucoup de vignes, et puis un passé sur la pierre, parce que Bagneux est une ville où il y a eu beaucoup d'exploitation de carrières, et d'ailleurs des carrières avec des pierres qu'on contribuait à construire des monuments, tous les monuments célèbres qu'on connaît à Paris. Il y en a beaucoup qui ont été faits avec des pierres de Bagneux. Donc c'est ça l'histoire de la ville, et puis une ville donc, qui s'est, dans une étape évidemment beaucoup plus contemporaine, dans les années 60, une ville qui a connu un développement urbanistique très important, puisque la ville dans les années 60 avait... fin des années 50, début des années 60. Les 30 glorieuses. 10 000 habitants, et puis tout à coup, cette ville, en 10-15 ans, elle passe à quasiment la population qu'elle a aujourd'hui. C'était une ville ouvrière. Presque 40 000 habitants. Une ville, évidemment, où il y avait des entreprises. L'entreprise la plus célèbre était la Thomson, qui a été installée en 1957 à Bagneux, qui a quitté la ville maintenant, mais qui était vraiment le poumon économique de la ville, donc un gros site. Le gros site économique de la commune. Donc voilà un peu l'histoire de la ville, mais vraiment très très brièvement. Non, mais on voit très rapidement, certes, mais on voit comment ces villes de banlieue, les villes de banlieue ont pu se développer. Oui. Et si aujourd'hui on devait faire une photographie de la ville, vous nous diriez quoi ? Il y a combien d'habitants aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, donc 39 500 habitants dans notre ville. Une ville où il y a à peu près 9 400 habitants au kilomètre carré, donc en termes de densité, qui s'étale sur 420 hectares, qui a Est-ce qu'elle a un peu suffisamment plus de d'espace vert ? 11% d'espace vert, donc une ville où il y a des espaces verts et la présence notamment d'arbres importantes qui tranchent avec ce qu'on voit dans les villes qui touchent Paris, qui se voit, je pense, tout de suite à Bagneux. Une ville où il y a évidemment de l'habitat collectif important. On est une ville où il y a plus de 60% de logements sociaux, donc il y a du collectif important, mais il y a aussi des zones bien sûr pavillonnaires, et puis une ville peut-être ce qui la caractérise et ce que j'essaie moi de faire bouger aujourd'hui, une ville où le taux d'emploi est inférieur à 1, ça veut dire qu'il y a moins d'emplois il n'y a pas un emploi pour un actif, pardon, et donc on est à 0,7 et ça c'est je pense pas bon pour la ville. Donc voilà, C'est ma le travail volonté, que vous menez. c'est aussi de corriger ça, c'est de faire que il y ait de l'activité économique, donc de l'emploi, donc des salariés qui arrivent dans une ville qui est en transformation. Aujourd'hui, si on voulait parler de l'économie de la ville, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des entreprises ? Quelles types d'entreprises arrivent ou sont présentes à Bagneux ? Encore insuffisant. Donc, je vous disais, on a eu le départ de Thomson Thales, qui était finalement, après la direction générale de l'armement, qui occupait un gros site à Bagneux sur les Mathurins, qui a quitté la commune. Donc, dans le tissu économique de la ville, il y a pas mal de PME, PMI. On a une zone d'activité, donc le Green Square, où il y a des PMI innovantes, donc qui se sont installées, notamment celle qui a fait, par exemple, le patch pour prévenir les allergies à l'arachide. Oui. Donc des choses comme ça intéressantes qui se sont installées. Et puis là, on a eu Air Liquide qui s'est implanté sur un des immeubles sur la RD 920, donc à Bagneux. On a Mondadori qui vient, qui vient d'annoncer sa future installation à Bagneux. Donc voilà, l'attractivité de la ville maintenant, elle est
j'allais dire, lancé et on a des entreprises qui choisissent Bagneux pour sa proximité avec Paris, mais aussi pour son futur maillage demain avec les deux métros. Oui, parce que pour faire venir des entreprises, il faut développer le transport, c'est essentiel. C'est le premier critère d'implantation des entreprises. Hein. C'est la qualité du cadre de vie qu'ils peuvent trouver, mais avant tout, quand ils interrogent leurs salariés, c'est est-ce qu'il y a des transports pour venir demain de manière facile travailler. Aujourd'hui, pour aller à Bagneux, soit c'est 5 minutes en voiture de la Porte d'Orléans, c'est le RER, des lignes de bus, mais bientôt, la ligne 4 et la ligne 15, donc une ligne de métro, une station de métro arrive sur la ville, et le futur Grand Paris Express, la fameuse ligne 15. Ça, c'est une vraie révolution. Comment vous la préparez, cette révolution et l'arrivée du métro? Parce que c'est pour quand la ligne 4? Peut-être un mot sur les transports actuels, juste parce que je pense que c'est important de vous le dire. Il y a le RER B, il y a évidemment des lignes de bus qui vont sur Paris ou vers Châtillon-Montrouge. Aujourd'hui, quand même, moi je considère que nos concitoyens sont transportés dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Le RER B est saturé. Une fois sur 3, il y a un incident dedans. La rénovation qui doit être faite n'a pas été entamée. Et donc aujourd'hui, je crois que les habitants sont un peu transportés comme du bétail. On a énormément de remontées négatives, pas qu'à Bagneux, dans d'autres communes. Mais franchement, c'est compliqué. Donc pour nous, oui, d'abord, l'arrivée des deux métros, c'est bien sûr cette possibilité d'attractivité de la ville. C'est-à-dire que la ville, du coup, peut profiter de cette dynamique et donc attirer des entreprises, attirer aussi de l'innovation, hein. Pas que des grands groupes, attirer aussi des personnes qui ont envie, qui ne peuvent plus, par exemple, rester dans Paris et qui cherchent à s'installer sur du foncier qui est moins onéreux que dans la capitale et qui pourront trouver demain donc les moyens de le faire. Et puis aussi, c'est évidemment pour les habitants de la ville, l'opportunité de pouvoir aller travailler, bénéficier de loisirs, aller voir leur famille, d'avoir le droit à la mobilité. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'était pour notamment dans une ville, excusez-moi, je vous coupe, dans une ville où la population est plus défavorisée qu'ailleurs. Voilà, moi, je tiens beaucoup à ça. C'est de dire que tous nos concitoyens, quelle que soit l'épaisseur de leur porte-monnaie, le droit à la ville, le droit de ne pas être rejeté à des kilomètres de Paris ou de sa proche banlieue, c'est pour moi un combat important. En tous les cas, c'est celui que j'essaye de mener. Et le combat d'un élu pour faire venir, être sûr qu'il y ait une ligne de métro qui arrive, c'est long, parce que l'histoire de la ligne 4, c'est quasiment 20 ans. Si vous parlez aux anciens de la ville, vous discutez avec les anciens de la commune qui sont là depuis 80 ans dans la ville, ils disent « Oh là là, mais ça fait 40, 50 ans qu'on se bat pour obtenir le prolongement de la 4 à Bagneux. » Donc oui, c'est des combats longs, c'est aussi, il faut le dire, des coûts financiers importants. Hein. Un prolongement de ligne de métro, ça évidemment. Et ne parlons pas de la création du métro, parce que le Grand Paris Express. Beaucoup d'argent. Et alors le réseau du Grand Paris, qui est un réseau extrêmement important, 200 km, 65 gares, à 35 mètres de profondeur. Tout le monde comprend bien que c'est des travaux titanesques et qui ont des coûts importants. Et du coup, comme on a peu investi quand même les 30 années précédentes, là, on est obligé finalement en peu de temps d'investir de manière massive. Et alors, au niveau de ces chantiers, parce que c'est des chantiers titanesques, est-ce que ça crée de l'emploi aussi localement Oui, tout à fait. Alors ça c'est extrêmement intéressant. Moi, j'y tenais beaucoup. On a signé donc des conventions avec la RATP, avec la Société du Grand Paris, pour qu'il y ait des clauses d'insertion dans les marchés. Donc ça veut dire que les entreprises qui viennent travailler sur ces chantiers et qui sont en délégation de la part de la RATP ou de la SGP puissent elles-mêmes, ou la RATP et la SGP en direct, embaucher donc des salariés. Donc nous, on a eu plus de 60 personnes de la ville, d'ores et déjà, qui ont travaillé sur les chantiers du métro, et donc ça va continuer. Et puis, c'est évidemment, l'objectif, c'est d'essayer, au bout du compte, pour tous, ça ne sera pas possible, mais d'en insérer
dans de l'emploi stable, et ça a déjà été le cas. Donc c'est aussi des belles histoires pour les balnéolais qu'on profite, quoi, je trouve. Même si les chantiers peuvent déranger la population. Alors voilà, oui, ça dérange la population. Voilà. Ça, C'est clair que c'est quelque chose de perturbant, de bruyant, ça occupe beaucoup l'espace public, de poussiéreux. Et donc, il faut pouvoir... On va y revenir sur Ouais. comment vous travaillez avec la population. Donc, il y a ces 2 lignes de métro qui arrivent, 2 stations qui sont toutes proches l'une de l'autre, finalement. Pourquoi 2 stations au lieu d'une? Alors, moi, j'en voulais qu'une. Vous avez complètement raison, c'est une bonne question. Pourquoi il y a eu 2 stations? C'est-à-dire que quand le Grand Paris, on a su donc on aurait cette gare à Bagneux, moi, j'ai discuté avec la RATP. La RATP m'a dit, voilà, si on veut absolument qu'il n'y ait qu'une seule station, nous, on est déjà très avancé. L'avant-projet est déjà engagé, etc. Si on fait ça, on va reculer les travaux de la ligne 4. Bon, moi j'ai dit, écoutez, ça fait tellement de temps qu'on attend la 4, je ne vais pas prendre le risque de dire on recule de 2 ans les travaux et qu'après, pour qu'on me dise que finalement il n'y a plus d'argent et qu'on ne le fasse pas. Donc voilà. Donc on s'est dit il y aura 2 stations. Je me suis dit, et donc on a pour le coup travaillé un projet urbain qui fasse de cet inconvénient un avantage. Et donc on aura une belle place avec les deux issues, les 2 émergences. Alors, je sais que ce n'est pas vous qui construisez le métro, mais c'est quoi les dates qu'on vous promet aujourd'hui pour l'arrivée? Alors, sur la 4, fin 2020, voilà. Donc, fin 2020, début, voilà. Après, ça peut bouger de quelques mois. Hein. Je sais bien les aléas, je les connais, mais en tous les cas, fin 2020. Et là, pour le coup, j'y étais en début de semaine, là, visiter le chantier. C'est vraiment maintenant, les quais sont faits, les rails sont faits. Enfin, voilà. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais vraiment maintenant, voilà, les tunnels sont percés, etc. Donc, c'est vraiment réalité. Le chantier du Grand Paris, j'entends dire là qu'il y a on nous avait dit 2022, maintenant on parle 2023, 2024, donc je ne vais pas m'avancer sur les dates. Mais en tous les cas, là aussi, chez nous, c'est lancé, hein, puisque la base les habitants voient que c'est lancé. Donc, alors, quittons les sous-sols et montons en surface. Vous parliez de projets d'aménagement, parce que quand les transports arrivent, il y a un bouleversement en surface. Il y a cette île aux gares, c'est un des grands projets que vous menez. En 2 mots, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Bagneux change, finalement. Ouais. Donc là, justement au-dessus, 19 hectares, donc une ZAC, écoquartier Victor Hugo. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, dans cette ZAC? Alors, bien sûr, une partie d'espace vert. Ça, c'est quelque chose. Cette ZAC, elle a été travaillée comment? C'est localement, c'est avec les promoteurs, avec la Société du Grand Paris? Non, cette ZAC, nous l'avons lancée donc, il y a longtemps maintenant, en 2007. Vous voyez qu'on était déjà dans le prolongement donc, de la ligne 4, dont on parlait déjà à cette époque-là, mais on n'avait pas la date encore de début des travaux. Et donc, c'est la ville qui a créé donc, cette ZAC et donc qui a pris un aménageur. Donc, aujourd'hui, c'est SADEF 94 qui est notre aménageur, l'aménageur de la ville et qui donc aménage pour le compte de la ville ces 19 hectares. Là, on n'est pas sur une ZAC où il y avait un terrain nu, il faut tout inventer. On est sur construire de la ville sur la ville. On est déjà sur un tissu dense, existant, donc il faut faire de la dentelle. Et ce n'est pas forcément toujours le plus simple. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est qu'évidemment, je vous le disais tout à l'heure, de l'activité économique, donc une ZAC où il y a une part d'activité économique, notamment le long de la RD 920, qui est important, et c'est là qu'on a situé l'activité économique comme un rideau aussi qui va protéger. On a souhaité mettre peu d'habitations le long de la RD 920, parce que c'est un boulevard urbain et c'est pas là qu'on vivra le mieux forcément. Et puis donc des logements diversifiés qui vont du logement social à du logement en accession à la propriété, avec, je ne sais pas si vous l'avez vu ça, mais on a à Bagneux une charte de la promotion et de la construction, donc avec la volonté d'encadrer les prix de sortie au mètre carré, parce qu'aussi de pouvoir produire des logements en accession dont une partie des habitants de Bagneux puissent profiter, c'est-à-dire que quand
on construit des programmes aujourd'hui, on a environ 30 à 35% des acquéreurs qui sont des habitants de Bagneux. Et moi, pour moi, c'était quelque chose de très important. C'est Et pour puis, bien sûr, prévenir l'arrivée massive de populations extérieures. Non, aussi c'est surtout pour, dans cette idée, moi, j'ai pas de crainte qu'il y ait de la population extérieure qui vienne à Bagneux, au contraire, je crois que c'est bien, mais c'est aussi cette volonté de faire du logement en accession qui soit quand même pour un peu tous les habitants de l'Île-de-France et proposer des parcours résidentiels et ne pas laisser le seul marché, si je puis dire, faire la loi. C'est-à-dire qu'on sait bien, s'il y a 2 métros qui arrivent, pouf, si on ne fait rien, les prix ils montent. Comment déjà ils montent. Hein. Oui. Même en essayant d'encadrer comme ça avec notre charte des prix de sortie au mètre carré. Donc c'est ça la volonté, c'est de ne pas laisser faire la seule spéculation foncière. Mais on fait ça à l'échelle de la commune. Je pense que pour le coup, là, il y aurait vraiment besoin d'un outil au niveau de la métropole pour dire qu'on ne laisse pas faire n'importe quoi sur le prix du foncier. Là, sur ce type d'aménagement, le projet, on va dire, il est défini. Comment il a été travaillé? C'est bien sûr la mairie, la SADEV. Est-ce que vous travaillez avec les habitants et comment? Parce que les habitants, ils ont envie de par exemple, maîtriser sur l'écoquartier Victor Hugo, donc on a dans le quartier une maison du projet, donc qui est installée depuis plusieurs années maintenant, qui est le lieu de rendez-vous où on peut venir tous les jours. Elle est ouverte tous les jours. On peut venir tous les jours voir les maquettes des projets, questionner les responsables de l'urbanisme qui y sont. Enfin, poser des questions, essayer de... Enfin voilà, ça c'est du quotidien. Et puis bien sûr, il y a des ateliers participatifs avec les habitants de manière très régulière. Et puis après, des formats plus importants, de grandes réunions publiques à chaque étape du projet. Mais c'est extrêmement important d'être dans le va-et-vient donc avec les habitants. Moi, je pense. Est-ce que les balnéolés jouent le jeu? Oui. Parce que c'est important, parce que des fois, il y a des élus qui peuvent être déçus de la participation des habitants. Alors bien sûr, moi je souhaiterais que ça soit toujours mieux et plus. Mais oui, les gens voilà, sont dans le coup en général, sont intéressés par ce qui se passe. Il faut leur permettre d'avoir des marges de manœuvre aussi à discuter, évidemment. Si on présente des projets on dit c'est comme ça, qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas de marge de négociation, si je puis dire. Bon, les gens, ils disent, j'ai une fois, ça ne sert à rien que je revienne. Donc, il faut être clair, nous aussi. Et je pense pour nous, les élus, c'est notre responsabilité d'être clair. Quand on va discuter, dialoguer avec les habitants en disant, voilà, il y a des invariants, ça, on n'y touchera pas, mais ça, on peut le discuter. Je pense que ça fait partie vraiment de la qualité du dialogue. Et je pense que les habitants sont capables de comprendre qu'il y a des contraintes. Et que celle-là, on ne peut pas y toucher, mais qu'il y a d'autres, il y a des sujets qui restent très ouverts dans la construction avec eux. Alors, c'est un grand projet d'aménagement. Oui. Cette partie de la ville, le nord de la ville, va être bouleversée. Vous avez parlé d'écoquartier. Ça a été une volonté? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place un écoquartier? Il y a un label. Il y a des critères, il y a un label, il faut passer des sélections, hein, parce qu'on ne l'obtient pas comme cela. C'est exigeant, mais en même temps, c'est faisable. Il y a des surcoûts Il y a un peu de surcoût, il y a aussi de la volonté politique. Nous avons équipé la ville d'un réseau de géothermie, donc il y a 12 km de tuyaux, ça aussi, ça a provoqué des travaux. Donc on a aujourd'hui un réseau de géothermie, par exemple l'écoquartier, il y a obligation pour tout ce qui va être construit, aussi bien immeuble d'habitation qu'immeuble d'activité ou qu'équipement public, de se relier donc, à ce réseau de géothermie. Donc oui, il y a des exigences, il faut porter une volonté politique, il faut se dire on y va. La géothermie, par exemple, c'est une énergie propre, donc c'est pour ça qu'on l'a choisie. C'est pas simplement parce qu'elle est forcément moins chère, parce qu'au début, elle n'est pas moins chère. Là, le prix du gaz est en train de remonter, donc ça va. Donc, on voit qu'il y a donc sur le nord de la ville un immense projet de réaménagement qui va bouleverser le nord de la ville. Mais il y a d'autres projets à Bagneux. Il y a eu au sud l'opération nationale de rénovation urbaine qui a bouleversé ce quartier. En 2 mots, très rapidement, dans le sud, cette ORU a bouleversé la ville. Oui, tous les équipements publics les 3 gros équipements publics ont été reconstruits. Une barre de logement a été démolie, une autre profondément réhabilitée, des nouveaux logements
sont apparus, des nouveaux commerces. Et là, d'ailleurs, ça continue, ça va se terminer en 2018 avec la rénovation de trois des tours Vous en de tirez logements sociaux. un bilan positif? Oui, oui, bien sûr, j'en tire un. Je pense que voilà, l'espace et la qualité de vie dans le quartier, le cadre de vie s'est amélioré, même si les opérations de renouvellement urbain ne règlent pas les questions du pouvoir d'achat des habitants, de leur niveau de vie, etc. Il y a aussi d'autres choses à changer, bien sûr, mais en tous les cas, leur cadre de vie s'est amélioré et c'est ça qui est important aussi, également. Au sud, une rénovation a déjà été menée, des changements sont visibles. Au nord, c'est à venir. Et au centre de la ville, sur le plateau des Mathurins, la colline des Mathurins, là aussi, il y a un grand projet. C'est la transformation de la friche de l'entreprise Alstom qui est partie. Oui, Thomson, Thales, Direction Générale de l'Armement, donc dernièrement. Et donc là, aujourd'hui, sur ces 16 hectares, donc là, il n'y a plus rien. Et alors là, par contre, oui, vous avez raison, on est sur une friche. Donc, où il faut tout construire, puisqu'il y a des bâtiments qui sont des vieux bâtiments industriels, donc, qui sont voués à la démolition, même des préfabriqués. Il n'y a qu'un bâtiment qui va être conservé, qu'on appelle le bâtiment. Ça doit être un projet intéressant parce que ça occupe une place centrale dans la ville. Oui, puis ce qui est particulier pour nous, c'est que là, pour le coup, la ville n'a pas désigné d'aménageur, n'est pas propriétaire et n'acquiert pas donc les terrains petit à petit, puisque c'est un fonds d'investissement privé qui est propriétaire, LBO France, qui est propriétaire de ces 16 hectares. Et donc, on travaille dans un partenariat, en gros, entre le public et le privé. On a d'ailleurs signé au Salon de l'immobilier, au mois de novembre, le projet urbain partenarial entre la ville, l'établissement public territorial et donc LBO France. Donc, où dedans, dans ce projet urbain partenarial, donc on dit que LBO France va contribuer à hauteur de 27 millions à l'aménagement des voiries, des équipements publics, des écoles nécessaires au projet. Donc là, c'est un projet avec 100 000 m² d'activité, là également, 200 000 m² de logement, un groupe scolaire, un futur gymnase, et puis le lycée qu'on a obtenu, puisque la région n'a pas de lycée d'enseignement général à Bagneux, donc pour nos jeunes, la ville la plus jeune du sud des Hauts-de-Seine, c'est important pour nous. Et donc la région s'est engagée donc, l'an dernier dans son plan pluriannuel d'investissement à dire qu'il y aura un lycée d'enseignement général à Bagneux. Donc vraiment, voilà, un nouveau quartier qu'on souhaite qualitatif en termes éducatifs. Et puis évidemment avec un campus aussi tertiaire et des logements diversifiés, 2,5 hectares d'espace vert supplémentaire. Donc voilà, et qui va relier en fait le sud et le centre de la ville, qui est aujourd'hui complètement coupé puisqu'on est sur une emprise qui était complètement sécurisée, donc qui est entourée en gros de barrières tout autour où les habitants n'ont jamais pu pénétrer. Donc c'est particulier aussi. Un nouveau territoire. Une enclave qui était retirée, soustraite, j'allais dire, aux habitants et qui va demain s'ouvrir. Donc là, c'est un très très gros projet. Donc vous l'avez compris, c'est une ville à suivre. Bagneux, il faut aller voir tous les projets qui s'y passent. On arrive en fin d'émission, on aime bien quand même interroger chaque élu qui vient dans cette émission. Avoir sa vision de la métropole du Grand Paris. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est viable? Parce que dans le cadre de la réforme territoriale, il y a des nouveaux territoires, les EPT, Vallée Sud, Grand Paris pour votre territoire. Il y a la région, il y a les départements. Quel est votre avis? Oui, on peut avoir du mal quand on est citoyen à s'y retrouver, d'ailleurs même parfois quand on est élu, pour savoir qui fait quoi. Mais j'allais dire le fait métropolitain, c'est-à-dire cette question de se positionner et de réfléchir sur qu'est-ce qui fait métropole, je pense moi que ça a un vrai sens. Aujourd'hui, la zone dense, c'est-à-dire là où sont rassemblés beaucoup d'habitants qui viennent y vivre parce qu'il y a de l'activité, donc on peut y travailler. Il y a des questions extrêmement importantes à réfléchir ensemble. La question, bien sûr, de l'équilibre. Entre l'Est et l'Ouest, le Sud, le Nord. Voilà, de l'équilibre économique, de l'équilibre aussi en termes de populations qui sont accueillies, en termes de logement, en termes de transport, en termes de
bien sûr, on parle de préserver la planète. On ne peut pas faire ça à une échelle trop petite. Donc, on a besoin d'y réfléchir tous ensemble. Donc, moi, oui, je crois qu'il y a des vrais enjeux, mais qu'il faut probablement... il y a le débat institutionnel. Là, le président de la République va annoncer probablement de nouvelles réformes. Je pense que ce qui serait bien, c'est de remettre au cœur à quoi on veut s'attaquer. Moi, ce que je pense important, c'est la réduction des inégalités sociales et territoriales. C'est ce qui permet de faire société ensemble, de bien vivre ensemble. Si on ne s'attaque pas à ça et qu'on continue à avoir des territoires qui s'appauvrissent et d'autres qui s'enrichissent, ça ne peut pas aller. Donc je pense que c'est ça qu'il faut réfléchir ensemble. Et qu'à partir de là, on trouvera les institutions qui conviennent pour régler ces problèmes-là. Un peu l'impression qu'on prend le problème à l'envers. Souvent, on ne se dit pas à quoi on veut s'attaquer, qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème, et ensuite, quel outil on a besoin pour le faire. Moi, évidemment, je suis maire, donc je défends beaucoup la commune. Je pense que l'échelon pas pour dire que la commune doit avoir toutes les prérogatives et gérer tout sans s'occuper des autres, hein, mais parce que la commune, c'est l'échelon de proximité, de démocratie avec les habitants. Et qu'aujourd'hui, dans cette réforme institutionnelle qu'on nous annonce, et puis vous avez peut-être vu que voilà, le président de Védian, il a annoncé avec M. Bédier qu'ils sont en train de travailler à la fusion des Hauts-de-Seine et des Yvelines, voilà, pour faire un bouclier des riches, j'ai envie de dire, hein, contre les autres. Quand même, les grands absents, c'est les habitants, à qui on ne demande jamais leur avis, donc ça serait bien voilà, qu'il y ait un grand débat, pas forcément un référendum, mais au moins un grand débat public, avec une commission nationale du débat public et que les habitants puissent participer. On l'a fait pour le Grand Paris, pour le réseau du Grand Paris, hein, donc plus de métro, et ça a bien marché. Ouais, je pense que c'est important pour les habitants, pour qu'ils en perçoivent les enjeux, et puis qu'ils donnent leur point de vue. Qu'est-ce que les habitants ont envie qu'on règle prioritairement? C'est qu'on sait un peu, on pense savoir évidemment, mais c'est bien qu'on revienne sur ces fondamentaux-là. Parce qu'on est là pour ça, hein, pour servir les habitants. On arrive en toute fin d'émission et on a l'habitude de poser 3 questions. D'accord. La première, si vous aviez un projet fou pour votre ville, ce serait quoi? Alors, si j'avais un projet fou, j'aurais fait un téléphérique ou je ne sais pas quoi, un escalator pour partir de la côte La Fontaine et rejoindre le centre de la ville. Les habitants qui y vivent voient bien de quoi je parle en fait. Pour aller du sud de la ville au centre-ville, parce que c'est compliqué. Ça grimpe beaucoup et c'est compliqué pour pas mal de personnes. S'il y avait un lieu à visiter pour les Franciliens qui nous écoutent à Bagneux, vous nous conseillez d'aller voir quoi? Alors moi, je leur conseillerais d'aller voir le Centre des Arts du Cirque de la ville, qui est géré par le plus petit cirque du monde, qu'on a livré il y a 2 ans, qui est un très beau bâtiment, et un beau bâtiment avec une belle activité culturelle. Et quel est l'événement à ne pas manquer à Bagneux? Alors moi, je dirais aussi un autre événement culturel de la rentrée, c'est il y a une fête des vendanges à Bagneux, qui est un festival des arts de la rue maintenant. C'est une belle fête populaire avec une belle programmation, donc c'est au mois de septembre, fin septembre. Madame Amaya, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci de votre invitation. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Demain à la Cité. Au revoir et à bientôt.